En fait, ça commence avec mes arrière-grands-parents. Donc, il y a Joseph-Édouard Parent, et qui est marié à Honorine Melançon. En fait, M. Parent, Joseph-Édouard, il vient de Sainte-Mélanie, dans la Naudière. Il a fait son cours classique au collège de Joliette. Il a commencé un peu à travailler dans des bureaux de notaire, puis par la suite, il est allé, j'imagine, faire son cours de notariat à l'Université Laval à Québec. Et puis en 1884, il est reçu notaire. Puis il marie Mme Honorine Melançon en 86. Puis en 87, à l'invitation du curé Labelle, il aménage, il s'en vient à Saint-Jérôme pour ouvrir un bureau de notaire. Et puis il y a aussi, ce que je comprends, il y a aussi l'idée de la culture, là, de faire, d'avoir une terre, puis je pense que c'était un amateur de jardin, et puis qui a fait un très beau jardin. Fait que je ne sais pas si initialement il y avait l'idée vraiment là, de se lancer dans le lotissement, mais avec l'histoire, c'est ça qui s'est produit. Ah oui, en fait, oui, sa femme, Honorine Melançon, ben là, ça, j'ai tiré des informations d'un article dans l'Avenir du Nord quand elle est décédée en 1931. Elle était la fille de Claude Melançon, qui était marchand, en tout cas, de commerce de gros, puis aussi vice-président de la Banque d'Hochelaga. Donc, c'est une banque, on peut dire, régionale de l'époque. Et puis, ce que je comprends de son dernier testament, c'est qu'elle avait reçu de l'argent, en fait, au décès de son père, qui lui était, on peut dire, des fonds qu'elle avait en son nom. Et puis, contrairement probablement à la majorité des couples pour l'époque, eux, ils étaient mariés en séparation de biens. Donc, elle conservait quand même son autonomie, en tout cas. Elle pouvait faire ses choix avec l'argent dont elle disposait. C'était le mari qui gérait tous les avoirs de la famille, dont celui, s'il y en avait en particulier, de la femme. Mais le fait qu'il était en séparation de biens, ben, elle avait quand même, elle disposait, en tout cas, de son autonomie pour gérer ça. Par contre, dans les contrats que j'ai retrouvés, hein, des vieux contrats de 1902, 1905, ben, en fait, le notaire, son mari, doit être présent et l'autoriser à faire la transaction, puis il contresigne aussi le contrat en question. Et c'est le nom de Mme Melançon qu'on voit dans les contrats. Généralement, oui. Même il y a des contrats ici, mettons, c'est vente par M. Duperreault, Adam Joseph E. Parent. Donc, même dans ce cas-ci, là, puis il y en a d'autres qu'on voit, c'est Adam Honorine Melançon. Directement. Donc, et puis en fait, là, j'ai été surpris d'apprendre, c'est selon les archives du Barreau du Québec, surpris, puis pas si surpris que ça, que c'est seulement qu'à l'été 1964 qu'on a passé une loi au Québec qui s'appelait la loi sur la capacité juridique de la femme mariée. C'est là qu'elle devenait, qu'on reconnaissait son droit, en tout cas, à faire des transactions, au moins, sur le plan juridique. Honorine et Joseph-Édouard ont commencé le développement du domaine parent. Ils ont eu aussi 7 garçons, c'est bien ça? Oui, semble-t-il qu'elle a donné naissance à 14 enfants. Et puis, il y en a 7 enfants qui ont survécu. Puis Lucien, on peut dire, on va arriver à Lucien, est-ce que je vais trouver? Oui, dont Lucien. Lucien, lui, c'était la 13e naissance, et puis on peut dire l'avant-dernier des garçons qui ont survécu. Donc, il était 7. Et c'est lui qui sera impliqué avec Joseph-Édouard dans le développement du domaine parent. C'est en plein ça. Et Lucien, par la suite, avec ton père, Lucien qui s'est marié à Azélia Huot. Oui, Azélia Huot. En fait, on dit Azélia, quand elle a demandé sa pension de vieillesse à 75 ans, on s'est rendu compte qu'elle s'appelait Osalia Huot. Okay. Et puis, en fait, elle avait détesté son prénom toute sa vie, Azélia. Puis, finalement, elle avait toujours préféré se faire appeler Madame Lucien Parent. Oui, bien, ils ont eu 2 enfants. Madeleine Parent, qui était mariée à Jean Peugeot, et Claude Parent, qui est mon père. Qui est ton père. Ben, c'est ça, il est né en 1901. Parfait. Puis ce que je comprends, c'est que, en tout cas, il était de la graine des entrepreneurs. Ça n'a pas été long que lui, il avait l'idée de faire des affaires. Puis là, ce que j'ai trouvé, même juste avant de venir ici, c'est qu'il m'avait dit qu'il avait travaillé à la commission des liqueurs, donc l'ancêtre de
la SAQ, et puis qui n'avait pas travaillé très longtemps. Mais là, j'ai trouvé qu'il avait travaillé 20 mois. Et puis, aussitôt qu'il est arrivé à un projet de construction, on va en reparler plus tard, il a pris comme un congé, puis finalement, il n'est jamais retourné. Mais lui, il me disait que quand il travaillait à la commission des liqueurs, lui, il épargnait pour pouvoir investir dans une activité. C'était Puis, ça, c'était son projet. Ouais. Puis, somme toute, il était entrepreneur en construction, il était imprimeur. Et puis, il a, à un moment donné, pris aussi la relève de c'est Jules-Édouard Prévost. Pour le journal. Oui, pour le journal L'Avenir du Nord. Mais dans le fond, le cœur de ses affaires, c'était le développement résidentiel. Le développement du domaine de parents. Eh oui, Où étaient situés les bureaux de Joseph-Édouard? Tu vois, en main une photo. Ça, c'était les premières installations quand il est arrivé à Saint-Jérôme. Oui, ça, c'est quand il est arrivé à Saint-Jérôme. Et puis là, il s'est installé sur la rue Saint-Georges. Donc, c'était voisin de... c'est actuellement où il y a une pharmacie, une IPRI, qui était voisin du poste de police et de pompiers. Donc, sur le coin. Puis, on peut dire, dans cet édifice-là, il y avait trois bureaux ou commerces. Un bureau d'un avocat, l'avocat Belair. Il y avait déjà la librairie H. Parent, peut-être les plus jeunes peuvent l'avoir connu à Saint-Jérôme, et puis le bureau du notaire Parent. Et puis ce que j'ai appris aussi de ma tante Madeleine, c'est que quand ils sont arrivés à Saint-Jérôme, le notaire et sa femme demeuraient à l'étage. Alors, puis sur la photo en question, on voit l'avocat Belair. Il y a Henri Roland, qui est probablement en lien avec la famille Roland, le fabricant de papier. Et puis Henri Parent, le libraire. On voit aussi sur la photo, on est à l'époque de la campagne pour le financement de la guerre, est-ce bien ça? Oui, donc c'est ça sur les notes au bas de la photo, c'est marqué l'emprunt de la victoire en 1917. Alors quand on fouille, ben, dans le fond, le gouvernement sollicitait des fonds pour financer les activités des deux guerres. Puis semble-t-il que le terme emprunt de la victoire, c'est vraiment en novembre 1917 que c'est sorti pour la première fois. C'était la 3e ou la 4e sollicitation. Alors, sur la photo, on peut déduire que c'est probablement en novembre qu'elle a été prise, en raison de ça. Puis il n'y a pas de feuilles dans les deux arbres aussi qui sont en avant de l'édifice. Ben, c'est ça. Même ce qu'on retrouve dans les articles ou les documents d'histoire, on dit toujours que c'est le notaire, Joseph-Édouard, qui s'est porté acquéreur des terres. Alors, moi, j'ai retrouvé les contrats initiaux, on peut dire, ou de l'achat des terres, mais c'était sa femme, Honorine Melançon, qui était signataire, du moins, des contrats. C'était peut-être une entreprise familiale où les deux intervenaient, mais c'est vraiment elle, ou à son nom, qui étaient les terres. Alors, il y avait eu le seigneur Dumont. Donc, j'ai retrouvé dans des contrats qu'il y avait le domaine seigneurial Dumont. Après ça, c'était le seigneur de Bellefeuille. Okay. Et puis, même mes arrière-grands-parents, ils ne l'ont pas acheté directement du seigneur de Bellefeuille. Il l'avait vendu à un monsieur Duperreault, qui, lui, avait acheté les terres pour faire une coupe de bois, pour vendre, entre autres, à la Roland pour chauffer le bâtiment. Et puis en 1902, ben, mon arrière-grand-mère, Honorine Melançon, est devenue propriétaire et s'est portée acquéreur auprès de M. Duperreault. On peut dire de l'essentiel des terres qui sont devenues par la suite le domaine Parent. Le domaine Parent. Donc il y avait un numéro, là, je pense que c'est 284 et 283. Ça, c'était des numéros de lot. Et puis ça, c'était pas mal l'essentiel. Il y a des terrains qui ont été achetés aussi à la famille Globinski? Oui. En fait, maintenant, ce qui est connu comme l'avenue Parent et puis aussi l'avenue du Palais, sur le côté est, mettons, de la voie ferrée, ou maintenant en partie de la piste cyclable, là c'était le début, on peut dire, du lotissement. Puis donc, ce que j'ai compris des contrats que j'ai lus, c'est que
Charles-Auguste Maximilien Globinski, seigneur de Saint-Eustache, avait commencé, lui, à faire du lotissement. Donc, il avait déjà vendu, je pense, un certain nombre de terrains. Je ne sais pas s'il y avait des bâtiments dessus. Et puis, mon arrière-grand-mère, Norine, en 1905, elle a acheté les terrains, j'imagine, sur lesquels il n'y avait pas de bâtiment. Et puis, on peut dire que c'est là qu'ont commencé les activités de lotissement du domaine parent. Il y a un certain nombre de terrains probablement qui ont été vendus. Je n'ai pas fait toute la liste, là, mais j'en ai trouvé en 1917. Et puis c'est aussi en 1915 qu'Honorine Mélenchon elle a cédé à la Société d'agriculture du comté de Terrebonne, ce qui est devenu le Parc Melançon. Les arrière-grands-parents avaient commencé à vendre des terrains. C'est que j'ai retrouvé la carte d'affaires de Lucien Parent, Fils de... en 1926. Donc, j'ai l'original. Alors là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on comprend par la carte que là, c'est Joseph-Édouard le propriétaire. Donc, Lucien, lui, est le vendeur pour son père à partir de 1926 des terrains. Pour nous donner aussi une idée, le numéro de téléphone, c'est le 344. Là, ce qu'il m'a conté, ce que je me souviens, puis mon grand-père, il me semble que c'était pas quelqu'un qui me racontait des histoires, mais je suis le seul, on peut dire, à avoir retenu ou à qui il a conté cette histoire-là. C'est qu'il, dans le fond, peut-être à cause d'arguments, il est parti en voyage, lui. Puis il aurait fait le Canada. Puis le Canada, je ne sais pas moi... À cheval? À cheval. Donc, probablement dans les années 20, au début de la vingtaine. Là, et puis... en tout cas, quand il est revenu, il avait une idée assez précise que c'est ça qu'il voulait faire. Développer les terres sur de la famille. Et puis il y avait déjà, je pense, une idée sur les terrains, les rues, puis la configuration de ça. Alors, en 1932, c'est ce premier contrat que j'ai trouvé, que son père lui vend ses terres. En 1926, il a sa carte d'affaires, il a déjà sa vision du développement, il veut faire un domaine pour que les enfants s'amusent, les parents heureux, les clients satisfaits. Ah oui, ça, j'ai retenu ça. Des enfants qui s'amusent ont des parents heureux, ce qui en fait des clients satisfaits. Et donc, c'était l'idée, outre qu'il y avait des beaux grands terrains, c'est qu'il y avait des activités de loisirs. Puis à l'époque, on peut dire, je pense, les villes, ou en tout cas les organismes publics, qui n'étaient pas très... les activités de loisirs n'étaient pas très développées. Donc, c'est lui qui a développé un certain nombre d'activités de loisirs sur ces terres. À l'époque, c'est en tout cas, je ne sais pas exactement quelle année, mais c'était le maire, et il s'appelait le docteur Alfred Cherry. Et puis lui, quand il est arrivé, en tout cas, quand Lucien a eu sa vision de développement, plutôt dans l'ouest, plutôt dans l'est de Saint-Jérôme, Alfred Cherry le voyait plus à l'ouest de Saint-Jérôme. De l'autre côté de la rivière. De l'autre côté de la rivière, donc il trouvait qu'il y avait des bons arguments. Puis je ne sais pas en raison de quoi, mais ça prenait une certaine forme d'approbation du ministère des Affaires municipales. Donc, il était question qu'un ingénieur vienne à Saint-Jérôme pour regarder ça puis donner son approbation. Mais mon grand-père Lucien a compris assez vite qu'il n'aurait pas l'occasion de lui dire ses arguments à cet ingénieur-là. Alors, il a pris ses informations, il est parti en train, il est monté à Québec, on dit descendu compte tenu du fleuve, et puis il a repris le train pour revenir en même temps que l'ingénieur, et puis il a été capable, j'imagine, de le rencontrer, de lui parler. Fait qu'il a eu tout le temps d'exposer les avantages, de développer davantage à l'est qu'à l'ouest. Et puis un de ses arguments, je me souviens, c'est qu'au niveau en tout cas de l'égout, à l'époque, l'égout se jetait dans la rivière du Nord, c'est qu'en développant à l'ouest, l'égout se jetait, on peut dire, dans la ville de Saint-Jérôme. Alors qu'en développant davantage à l'est, l'égout pouvait descendre par gravité jusque dans les environs de la compagnie Roland. Donc là, en tout cas, le rejet se faisait en aval de la ville de Saint-Jérôme plutôt qu'en amont. Alors, semble-t-il que M. Cherrier, il était bien curieux de savoir comment ça se fait qu'il avait réussi. Parce que
c'est peut-être une petite anecdote, là, mais moi, quand je suis allé au cégep, ici, c'était M. Lorrain, mon prof d'histoire. Il m'a, dans le fond, dans un travail d'histoire, j'ai été allé interviewer le docteur Chérier sur son point de vue par rapport à mon grand-père. Mais malheureusement, je n'étais pas aussi discipliné, je pense, en étant étudiant au cégep. Je n'ai pas gardé ça, là, c'était sur des cassettes. Là. Même mon grand-père était parfois aussi, c'était un acteur, on peut dire, du développement. Et puis, il était contesté sur le plan de la politique municipale. Là. Ici, vous avez un dépliant, arrêtez, lisez, décidez, contribuable de Saint-Jérôme. Il est important de déposer votre vote. Vous connaissez les principaux instigateurs de la candidature de M. Murray. M. Murray est devenu maire. Et aussi que vous cherchiez à comprendre quels sont les intérêts que ces messieurs cherchent à protéger. En fait, on dit que finalement, M. Parent est insatisfait de M. Desjardins, puis il aurait juré d'avoir sa tête. Et puis que, dans le fond, mon grand-père essayait de favoriser M. Murray pour bien réussir ses projets. Mon grand-père était toujours, on peut dire, actif sur le plan de la politique municipale, mais je ne sais pas si on... Une petite anecdote, c'est qu'il n'allait pas souvent au conseil de ville. C'était le lundi soir. Il y avait un de ses bons amis qui était un des propriétaires de la quincaillerie Huyot. Il y avait les frères Huyot qui avaient une quincaillerie là, sur la rue Saint-Georges. Et puis le plus grand des deux, je ne me rappelle pas son prénom, lui, il allait le lundi soir à la réunion du conseil de ville. Puis là, il marchait, puis lui, il restait un peu plus loin dans le domaine parent. Alors, il arrêtait chez mon grand-père, puis là, il lui parlait des sujets, puis des décisions qui avaient été prises au conseil de ville. À l'époque, conseil de ville, je pense qu'il y avait 6 échevins, puis lui, son surnom, c'était le 7e échevin. En fait, quand ils ont acheté les terres en 1902, en fait, ils ont acheté aussi le manoir de M. de Bellefeuille. Plus tard, là, moi, quand je suis allé là, dans cette maison-là, il avait séparé la maison en deux. Il y avait Armand sur un côté et puis Lucien sur l'autre. On parle de la maison qui est au coin du Palais et la rue Belençon. C'est ça. C'est là que... Maison blanche, là. Vous pouvez... vieille photo là, que vous allez pouvoir... L'ancien manoir seigneurial. C'est ça. Oui, hein, c'est ce que certains ont appelé le petit Abitibi. C'est le développement dans les environs de la rue Latour, Bran, entre Melançon. Alors, c'est ça, c'était des années qui étaient très difficiles. Les années 30, hein, le chômage était très élevé. On peut dire même que l'argent était rare. Hein. Et puis, d'ailleurs, au décès de mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère est décédée avant, et puis mon arrière-grand-père est décédé en 1936. Lorsqu'ils ont fait son bilan, ils se sont rendus compte qu'il était finalement en déficit de 12 000 $. Donc, il était à peu près en faillite. Puis ça, ces problèmes d'argent-là, ça a entraîné pas mal de désaccords assez graves auprès des frères. Donc, selon mon grand-père, Lucien, lui, il m'a dit que ce qui lui a permis de se maintenir en affaires, c'est effectivement quand il a réussi à vendre un certain nombre de terrains sur la rue Latour. Même durant la crise. Oui. C'est ceux qui les vendaient à faible prix, à des conditions assez avantageuses. Et puis, en fouillant, on peut dire, là, dans les vieux contrats, sans avoir le détail des conditions, là, j'ai compris probablement qu'il fonctionnait, il faisait une espèce d'entente, ce qu'il appelait sous seing privé. Donc, c'est un papier sur lequel on s'entend que je vous cède un terrain, vous pouvez commencer la construction, et puis vous me donnez tant par mois ou tant par année. Et puis, une fois que vous avez payé le terrain, bien là, on passe chez le notaire, puis là, on rend officielle la transaction. Alors, j'ai trouvé une maison, en tout cas, vous allez pouvoir l'agrandir parce que c'est une petite photo. Donc, une photo qui a été prise en juin 1940. On est sur la rue Latour? Sur la rue Latour. Alors, on voit que c'est très modeste. Le terrain a été vendu pour 175 $. Et puis, en fait, ils sont passés chez le notaire en 1941. Le 175 $ avait été totalement payé. Et puis, en plus, ce que j'ai appris, c'est que là, il y avait quelqu'un de la famille qui finançait
l'hypothèque, on peut dire. Il s'appelait Désiré Parent. Ce monsieur-là, il avait été, je pense, à Albanel, dans le coin du lac Saint-Jean, et puis il était connu comme étant un prêteur d'argent. Il avait déjà prêté de l'argent à mon grand-père, puis là, il avait prêté de l'argent au propriétaire, il s'appelait Édouard Maisonneuve, qui par la suite est devenu mon grand-père sur le côté maternel. Alors, ce monsieur-là, Désiré Parent, lui, en tout cas, il voyageait évidemment en train, en transport collectif, et puis il transportait toujours son argent sur lui, l'argent qui était pour prêter. Alors, il était reconnu, même dans ma famille, c'est celui qui avait l'air d'un sans-abri, on dirait maintenant. Là. Il était toujours très, très mal habillé pour ne pas attirer l'attention qu'il avait de l'argent, qu'il pouvait se faire voler. Oui, c'est ça. Puis en fait, par la suite, ces maisons-là, souvent, ont été un peu... ça, c'est une photo qui a été prise en 68. Alors là, ils ont mis un deuxième étage par la suite. Il y avait vous aviez parlé dans votre introduction, des fois, les maisons avaient été construites comme à l'arrière du terrain, en prévision de construire une meilleure maison en avant. Mais celle-ci, on avait construit un étage en 1940. Et puis, avec les années, un second étage s'est ajouté. Finalement, il est arrivé la fin de la guerre. Hein? Et puis, il y a eu, sur le plan économique, une relance qui a été assez importante. Hein? Même probablement que ça correspond à ce qu'appelaient les historiens les 30 glorieuses. Là. De 1945 à 1975, là, il y a eu une forte période de croissance économique. Puis mon grand-père, lui, c'est ça. Dans le fond, le fait qu'il avait réussi à passer les années difficiles, bien là, il y avait encore les terres en question. Et puis, on peut dire qu'il a eu le temps d'aller marcher de long en large. Puis lui, il accordait une grande importance à la planification des rues et des terrains. Donc, c'est comme, je pense, entrepreneur il avait le souci de vouloir réussir son entreprise, de faire des beaux terrains, que les clients veulent les acheter, à la limite à un bon prix, de sorte que c'est comme ça, je pense que... comme autodidacte, il a développé ça, en tout cas sa vision au niveau de l'urbanisme, qui semble-t-il n'était pas toujours au goût du moment. Là. Il y avait des urbanistes qui étaient une approche en damier, là, plutôt des pâtés de maisons carrées à distance égale, et puis alors que le domaine parent, il y avait des pentes, il y avait du roc à certains endroits, il y avait des cours d'eau, de sorte que l'approche par damier, ça ne pouvait pas s'appliquer, ou en tout cas, ça n'aurait pas fait un beau développement. D'ailleurs, là, un des premiers, c'est au niveau de la rue du Domaine. Et puis, en fait, ça, peut-être que... Mais la rue du Domaine est ici, là. Et puis, OK. Entre la rue du Domaine et la rue Grande Allée, là, c'est des très, très grands terrains. Ils sont très profonds. Et puis, c'est à cause de la présence de rocs et puis de rochers. Donc, on ne pouvait pas faire ça comme ça. Fait que ça, c'est pas mal ce qui a relancé le développement. Et puis, c'est arrivé une période où les gens avaient, à l'évidence, des moyens supérieurs. Puis, il y a eu des très belles maisons sur la rue du Domaine. Ça, même. Moi, quand mon grand-père est décédé, il y avait le docteur Castagnier qui était venu. Et puis, lui, il m'avait dit que au départ, quand il avait fait le centre médical à Saint-Jérôme, c'est comme ça qu'on l'appelait, et il essayait d'embaucher des médecins. Puis les médecins, quand ils faisaient juste rentrer dans le centre-ville, passaient à l'entrevue au centre médical, ils retournaient, puis souvent, ils ne revenaient pas. Puis là, à un moment donné, ils avaient compris, ils ont essayé, ils ont dit, on va l'emmener. C'est, mettons, sur la rue, dans ce coin-là, du Palais, Parent, puis Grande Allée, ou du Domaine. Et puis là, semble-t-il que même pour recruter des médecins à Saint-Jérôme, ça les a aidés. Ça, c'est le docteur Jacques Castagnier qui m'a conté cette histoire-là. Lucien Parent portait une attention particulière aux arbres, et je sais que vous avez même marché avec lui les terrains pour identifier, pour préserver les arbres, s'assurer que ça donne la valeur au terrain? Oui, bien c'est ça. C'était un peu un prolongement de son souci au niveau des rues et des terrains. Il savait, il avait déjà une assez bonne idée où il voulait mettre les rues.
de sorte qu'il identifiait là, les arbres qui avaient le plus de potentiel de devenir des beaux grands arbres solides. Et puis, il faisait une coupe sélective, ceux qui étaient malades ou morts, ou en tout cas moins intéressants. Il les coupait, puis ça, c'est souvent plusieurs années avant la vente des terrains. De sorte que quand le terrain était maintenant à vendre, bien souvent, déjà, les arbres, ils étaient d'une hauteur, d'une grosseur respectable. Et puis, le fait que les terrains, à cette époque-là, étaient plus grands, bien, ils pouvaient faire les travaux d'aménagement de la maison sans avoir besoin de tout couper les arbres. D'ailleurs, les quelques fois où il a vendu des terrains à des personnes qui avaient tout coupé les arbres, il était pas mal frustré de ça. C'est ça. Donc, ici, c'est l'auditorium de la Passion. Et puis, en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que mon grand-père a écrit de lui-même, en tout cas son point de vue, on peut dire, de l'histoire de l'auditorium de la Passion. D'ailleurs, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, donc il avait travaillé à la commission de délicat, il a pris un congé pour construire, ou en tout cas être entrepreneur pour construire l'édifice en question. Puis ça a été construit par 50 personnes en 5 semaines, donc très rapidement. Ça a coûté environ 64 000 en dollars de 1925. Puis par la suite, bien, il y avait les représentations de la pièce de théâtre, le drame de la Passion. Je pense qu'on semble dire qu'il y avait 10 représentations par été. Et puis dans le livre de M. Lorrain, on disait qu'une représentation, ça durait 7h30. Puis finalement, ben, ça a eu l'air quand même, c'était assez populaire. Parce que 3 ans après, le Monseigneur Gauthier, lui, a ordonné de ne plus jouer cette pièce-là sur le terrain de l'Église. Alors là, finalement, ils se sont retrouvés à être obligés de fermer. Donc, ils avaient payé 64 000, puis là, il y avait une dette de 28 000. Et puis, donc, en plus, là, il est arrivé le processus de liquidation. Et puis, ils ont vendu les chaises, puis ce qu'ils pouvaient vendre en termes de décor. Ils ont réussi à vendre ça 12 000 $. Mais le liquidateur, lui, a spéculé ce 12 000 $-là sur le prix du beurre à la fin des années 20, début des années 30, parce qu'il y avait un projet politique des conservateurs, un M. Bennett, qui, dans le fond, le monde s'attendait à ce que le prix du beurre monte, mais quand il a pris le pouvoir, c'est le contraire qui s'est arrivé. Le prix du beurre a chuté de façon drastique, de sorte que finalement, ceux qui avaient les créanciers, ils ont tout perdu. Ça, c'est en 1934. Mon grand-père, lui, il affirme dans ses notes qu'il y a eu un lac à Saint-Jérôme. Un lac qui était situé au coin à peu près de la rue Brand, 1er, 2e boulevard. Donc, dans les notes, j'ai trouvé des notes de mon grand-père, lui, il affirme qu'il a construit le premier lac artificiel de la région des Laurentides en 1934. Et puis, à ce moment-là, ben, en fait, il y avait, semble-t-il, plusieurs jeunes de Saint-Jérôme ont appris à nager dans ce lac-là. Par la suite, je comprends qu'il a été remblayé, puis en fait, il y a eu des terrains là, au niveau de, c'est ça, 1er, 2e boulevard et de la rue Brand, entre autres. Donc, il a construit le chalet parent, puis dans ses notes, en fait, j'arrive peut-être une confusion sur 2 années, soit en octobre 1943, soit en octobre 1944. Là. Ça, c'est un peu incertain. Donc, c'est une remontée mécanique, c'est un câble. À l'époque, on appelait ça un skito. Il a été réalisé par un monsieur qui s'appelait M. Paquette de Sainte-Agathe. D'ailleurs, ça, j'ai déjà entendu ça, il y avait comme une quasi-controverse dans la région, quelle personne avait commencé le premier la remontée mécanique. Il y avait un M. Foster à Shawbridge, et puis il y avait aussi un M. Paquette à Sainte-Agathe. Ben, à l'évidence, que j'ai retrouvé dans les notes de mon grand-père, lui, il avait engagé M. Paquette pour assembler la remontée mécanique. Une des caractéristiques, en plus, du chalet, c'est que, bien évidemment, le dénivelé de la Côte-Parent, qui est toujours là, au niveau de la rue Claude et de la rue Madeleine, n'était même pas aussi élevé qu'elle est actuellement. Là. Il y a eu du remblayage qui s'était fait en haut. Mais le chalet avait été construit en haut de la côte. Puis une de ses caractéristiques, c'est que les skieurs se rendaient sur le toit avec le câble,
Puis là, il partait du haut du toit pour descendre. Donc, ça donnait un certain nombre de pieds de dénivellation supplémentaires à la côte. Et puis l'autre chose aussi que j'ai trouvée, puis là, c'est que c'était la première pente de ski éclairée dans la région des Laurentides. On peut probablement parler au Québec à ce moment-là. La première année, dans le fond, même c'était assez populaire, il y avait des recettes de 1240 $. Puis les 2 années suivantes, ben, c'était une époque où il y avait des assez fortes fluctuations en fonction du froid et de la mauvaise température. Là, ça avait descendu à 740, puis l'année d'après, 940 $ de recettes. C'est un chalet, c'est une salle aussi de réception. Alors, j'ai trouvé une photo de mes parents où on voit, entre autres, un peu la notion de chalet parent. Donc, il y avait des fêtes qui étaient organisées là. Puis j'ai aussi trouvé, ça je pourrais vous le montrer, une correspondance où il y avait aussi des rassemblements politiques. Donc, à ce moment-là, il était, je pense, pour le Parti conservateur, et puis il organisait des rencontres, et puis j'ai une lettre d'un député, M. Lionel Bertrand, qui remercie Lucien pour sa contribution.